continuez, allez. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Guardo Ballan, questo è l'attacco buono, partito la grande Alessandro Ballan. Ah, he takes it, joy for cycling fans. Place au débrief. Vous n'avez pas le temps de suivre l'actualité cycliste? Pas de problème. Dossard 13 est là pour vous résumer ce qu'il s'est passé dans le monde de la petite reine en moins de 20 minutes. News en bref, résumé des compétitions, perf de la semaine ou encore mini débat, ne manquez rien. Bonjour à tous, c'est Lucas et je suis en compagnie de Guillaume. Salut tout le monde. Un plaisir de te retrouver mon Guillaume, comment vas-tu pour cette reprise ? Bah écoute, ça va plutôt bien, très content de pouvoir retrouver du vélo à la télé, ça faisait longtemps. Et toi ? Bah pareil. Je me retrouve hype par l'étoile de Bessèges alors qu'à une époque, je suivais juste les résultats alors que là, on regarde quoi. Même le Grand Prix de la Marseillaise que j'ai regardé en ligne sur Plus avec 15 minutes de retard par rapport à Eurosport et je me faisais spoil par Daniel Manjaz. Donc franchement ça fait plaisir. Alors pour ce premier épisode du débrief, by Dossard 13, on va vous faire voyager aux quatre coins du globe, mais avant ça, les news. Je te propose qu'on rentre sans plus tarder dans les news en bref. Donc la première grosse news, on va dire, de ce mois de janvier et de ce début février, c'est l'UCI qui a décrété le passage à 3 invitations par grand tour, suite aux demandes des différentes ligues nationales italiennes, françaises et espagnoles. ASO a directement attribué les 3 wildcards sans surprise pour le tour à Arkea Samsic, Total Direct Energy et la BNB. En soi, pas de grande surprise, même si on va dire la Team Delco aurait peut-être mérité vu la saison qu'ils ont fait l'an passé. Mais en soi, pas de surprise et ça fait plaisir de voir les 2 équipes bretonnes et l'équipe vendéenne au départ du prochain Tour de France tout simplement. Donc c'est pas plus mal je pense, surtout vu la conjoncture actuelle. C'est bien qu'une équipe ne soit pas laissée sur le carreau, surtout sur leur tour national. Ensuite, les frères Sagan ont été testés positifs au Covid, donc est-ce que ça va rendre leur début de saison plus compliqué ? À voir. Et enfin, la bonne nouvelle, c'est que Evenepoel va pouvoir reprendre l'entraînement sur son vélo, donc une reprise en douceur et on espère le revoir le plus vite possible. Sera-t-il prêt à temps pour le Giro ? Ça, c'est une autre question. Non, je pense que pour le Giro, on va dire c'est déjà complètement mort, je pense, pour Evenepoel. Je pense qu'il va plutôt se concentrer sur la Volta, donc ça va être intéressant, je pense. Et puis oui, sinon pour Peter Sagan positif au Covid, c'est quand même pas de bol quand on sait que le début des classiques c'est dans 2 bonnes semaines. Ah, ça va peut-être être compliqué, hein. Il va peut-être pas courir avant le Kuurne-Bruxelles-Kuurne, donc à voir. Sinon, on ne peut pas passer à côté, on va dire, des différentes courses qui ont été annulées en janvier-février à cause du Covid. Pour citer rapidement celles qui ont été annulées, on a eu le Tour de Länder, le Tour de Langawi, le Tour d'Oman, le Tour de Colombie, le Tour de la Communauté de Valence, le Tour de Murcie et le Jayco Heraldsen Tour. Je te propose qu'on passe directement à la seconde partie, le résumé des compétitions qu'il y a eu sur la période janvier jusqu'à aujourd'hui. Alors ça a pas mal bougé du côté de l'Océanie, parce que malgré l'annulation, on va dire, des courses type Jayco Heraldsen Tour ou le Tour de Länder, il y a quand même pas mal de courses, comme par exemple la New Zealand Cycle Classic, où on a vu l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande complètement dominer l'épreuve. Ils avaient pas mal de très jeunes coureurs très prometteurs, comme Corbin Strong qui était membre de la Seg Racing qui va remporter le général, ou encore le prometteur Finn Fisher Black qui est membre de la réserve de la Jumbo-Visma qui va finir second du général tout en remportant l'étape reine. Après on a également la victoire de l'expérimenté Iron Gate sur la Gravel Tar Classic. Et plus important, cette fois-ci en Australie, on a eu le Santos Festival of Cycling. Alors pour faire simple, c'était la version course nationale, course juste festival du Tour Down Under. Donc on a vu des très bonnes performances d'un jeune coureur, Luke Plapp, qui est actuellement sans contrat et qui court pour une équipe amateur australienne. On en reparlera juste après. On a également la victoire de Luke Durbridge en échappée et
la traditionnelle victoire de Richie Porte sur le Willunga Hill. Et en soi, malgré que c'était que des coureurs australiens, il y a eu pas mal de suspense, pas mal de spectacles. Et je pense que les coureurs australiens vont pouvoir revenir en Europe déjà avec de très bonnes jambes. Pour finir cette page sur ce qui s'est passé en Océanie, on a également eu les championnats d'Australie. Avec, sur le contre-la-montre, on a eu la victoire de Luke Plapp chez les hommes, à seulement 20 ans, et la victoire de Sarah Gigante chez les femmes. Les Australiens, ils aiment bien aussi tout ce qui est Kritos. Kaiden Groves qui gagne le Critérium. Et sur les épreuves en route, on a le back-to-back de Cameron Meyer qui l'emporte. Je crois que c'est sa 10e ou 12e médaille sur les championnats d'Australie, donc c'est juste un monstre. Et chez les femmes, on a la victoire de Sarah Roy. Donc ouais, ça a pas mal bougé du côté de l'hémisphère sud. Et en parlant d'hémisphère sud, je te laisse prendre la main sur ce qui s'est passé en Amérique du Sud. Oui, alors tout d'abord, la Vuelta à Takira. Roniel Campos s'impose sur 3 étapes et générales. On le retrouvera en Europe puisqu'il s'est engagé pour l'équipe portugaise Luletano. Ensuite, Papi Sevilla vient chercher une seconde place au général en remportant le contre-la-montre. Et Androni ouvre son compteur avec 2 victoires. Malucelli et Simon Pello. Et une très belle prestation d'un très prometteur Santiago Umba. 4e du général en sortant des rangs juniors, donc très grosse perf. Et il a par ailleurs décroché un contrat de 4 ans. Donc très beau contrat. Je pense qu'on entendra encore parler de ce jeune coureur dans les années à venir. Peut-être le futur Bernal, à voir ce qu'a encore découvert le bon vieux Gianni Savio. Ensuite, on va passer aux résultats en Europe. On va commencer par le Grand Prix de Valence. Je pense que ça n'a pas échappé aux spécialistes du vélo français avec la victoire sur le Grand Prix de Valence de Lorenzo Manzin. Il s'impose au sprint. Bon, la course a fait seulement 96 km, mais ça reste une victoire. Alors maintenant, on va passer aux 2 plus grosses courses, on va dire, qu'il y a eu en Europe. Pour commencer, le Grand Prix de la Marseillaise. On a vu une très belle course d'ouverture en France, qui a maintenu toutes ses promesses avec pas mal d'équipes World Tour qui étaient au départ. Et la victoire à la surprise d'Aurélien Paré-Peintre. Oui, très belle victoire. Moi, je reviendrai sur lui un peu plus tard, mais c'était une belle course de mouvement, n'empêche, et c'était indécis jusqu'à l'arrivée, parce que dans le groupe qui se joue la gagne, il y a des sprinters, il y a des punchers, mais les sprinters étaient un peu émoussés, donc franchement, c'était vraiment sympa à suivre comme course. Oui, après, pour on va dire rapidement passer sur les individualités, Cocard, il était très costaud dans les bosses, il nous a tous impressionnés. Et je pense qu'il en a peut-être même un peu trop fait. Et au final, dans le sprint, un sprint très compliqué avec un vent de côté assez puissant et une course, on va dire, assez usante. Et malheureusement, il n'a pas pu résister bizarrement à Aurélien Paré-Peintre. Sinon, on avait aussi la présence de l'UAE Team Emirates avec Trentin en grand favori. Et au final, je crois qu'il sort seulement une 6e ou 7e place. Ouais, parce que pour lui, ce genre de profil, c'est vraiment son parcours, quoi. C'est vraiment fait pour lui, normalement. On avait également vu la recrue d'AG2R Citroën, Lilian Cameujan, assez brillant. On l'a vu à l'attaque, de bon augure, je pense, pour les prochaines courses. Oui, c'était sympa de le revoir à l'avant. Et pour finir, on va dire sur ce Grand Prix de la Marseillaise, moi, le coureur qui m'a le plus impressionné sur la course, ça a été Simon Carr, le franco-britannique qui a fait, on va dire, ses gammes dans l'équipe d'Aix-en-Provence. Et je pense qu'il va faire une grosse saison du côté de la EF Education Nippo. Malgré son jeune âge, on l'a vu souvent à l'attaque. Je pense qu'il avait peut-être pas encore tout à fait, on va dire, l'expérience pour pouvoir l'emporter. Mais ça a été l'un des plus costauds de la course. Et moi, il m'a fait une très belle impression. Je te propose qu'on passe du côté de l'Étoile de Bessèges, la course phare de ce début de saison. On a vu la présence de très belles équipes World Tour avec des belles line-up comme la Ineos qui n'a pas hésité à ramener la grosse armada avec Filippo Ganna, Geraint Thomas, Ethan Hayter ou encore un très bon coureur, je crois qu'il s'appelle Egan Bernal. On l'a vu d'ailleurs, Egan Bernal assez... revenir petit à petit, franchement avec son mal de dos de l'année passée, on se demandait comment il allait s'en sortir, par exemple même sur l'étoile de Bessèges, on l'a vu souvent rouler en tête de peloton pour ses leaders. Bien en échappé, il s'est fait plaisir. Je pense qu'on risque de le revoir performant cette saison. Alors pour faire un rapide récap de ce qui s'est passé sur les différentes étapes, la première, on a vu la victoire de Christophe Laporte devancer Nasser Bouhanni au sprint. C'était un final assez dur avec un petit mur
Et je pense que Nasser Bouhanni, il a eu les yeux plus gros que le ventre, hein. Il était sûrement le plus fort, mais il aurait dû attendre tout simplement, je pense, le sprint au lieu d'anticiper à 500 mètres. Non, mais ouais, il a un très beau punch. Après, comme tu dis, je pense que s'il démarrait de la même sorte 250 mètres plus loin, personne n'a le temps de le dépasser jusqu'à la ligne, hein. Sur la deuxième étape, on a vu une étape très marquée, on va dire, entre guillemets, par les chutes, dont la plus spectaculaire à 500 mètres de la ligne, où on a vu Mads Pedersen, l'ancien champion du monde, traverser totalement la route et faucher Boris Vallée. Et on a vu la victoire de Timothy Dupont qui s'impose en costaud. Et ça fait plaisir pour l'équipe wallonne qui a vraiment montré de très belles choses sur cette course et même sur le Grand Prix de la Marseillaise, parce que je crois qu'ils font un top 5. Mais ça fait plaisir pour l'équipe belge. Sur la troisième étape, on a vu la grosse échappée de 17 coureurs avec la victoire en solitaire de Tim Wellens. Par ailleurs, là, c'est sur l'étape où on a vu un Egan Bernal en nette progression. On laisse 10 mètres à Wellens et c'est parti. Ça finit en 40 secondes, quelque chose comme ça. Il a vraiment été très costaud. Position contre la montre qui va maintenant être interdite. Enfin, on reviendra dessus plus tard. Mais très costaud. Et c'est dommage qu'un Ghana n'était pas dans l'échappée aussi, parce que vu la performance qu'il fait sur le contre-la-montre après. Mais ouais, pour la formation Ineos, c'est dommage. Même Katowski pourrait plus très bien jouer la gagne. C'est mal géré du côté d'Ineos, mais très costaud de la part de Wellens. Et au final, on a vu quasiment le même scénario le lendemain, où cette fois-ci, il y avait une échappée de 6 coureurs, qui a été rattrapée par un contre de 3 coureurs, dont le duo Anthony Turgis et Pierre Latour de la Total, avec un Alberto Bettiol assez performant, et surtout le numéro de Filippo Ganna qui, après 150 km d'échappée, il a encore la force de déposer tout le monde en facteur, tout en puissance. Ah oui, tout en puissance, c'est impressionnant. Mais c'était incroyable, ça envoie son attaque sur le plat, en pleine puissance. Il prend 5 mètres, il se retourne pas, il continue son effort. Il y a un moment où ça pète et c'était sûr que jamais ils allaient le revoir après, hein. Et au final, sur le contre-la-montre, Filippo Ganna, tout en puissance, qui le remporte à nouveau, Oui. avec un très performant Benjamin Thomas qui sort une très grosse perf. Au contraire de Geraint Thomas qui a dit qu'il était totalement dans un jour sans, donc c'est sûr que c'était assez décevant de sa part. Mais pareil, il voit dans l'optique future de progresser petit à petit après une saison 2020 à oublier. Au final, Wellens remporte le général. Nils Politt qui finit sur la troisième marche du podium, sûrement peut-être un début de renaissance pour l'Allemand après, c'est pareil, sa saison fantomatique du côté de Israel Startup Nation en 2020, et a souligné la belle 9ème place de Clément Carizet de la Delco, qui finit également premier français sur cette étoile de Bessèges. Au final, une étoile de Bessèges qui était très exaltante, hein. Oui, c'était vraiment sympa à suivre et enfin, moi, ce genre de petites courses, je les suis pas toutes, mais là, pour le coup, franchement, c'était sympa à suivre, surtout vu les. En fait, le truc, c'est que maintenant, toutes les courses deviennent importantes parce que t'as plein de courses qui s'annulent et le calendrier est vachement restreint et du coup, il y a pas. Comme beaucoup de commentaires sur Twitter ou les réseaux sociaux en général, les gens ont raison, il n'y a pas de petites courses en ce début de saison. Tout le monde veut être performant, même sur les courses un peu moins reconnues. Et pour finir ce tour du monde des compétitions, place à l'Asie parce que sur ce mois de février, il y a beaucoup de courses qui se déroulent en Turquie et qui font partie du calendrier asiatique de l'UCI. Sur le Grand Prix Alanya, on a vu la victoire de Davide Gaburo pour l'équipe Bardiani. Et sur le Grand Prix Gazipaza, on a vu la victoire du sprinter biélorusse Raman Shishkou. Je te propose qu'on passe à la troisième partie de ce podcast, la perf de la semaine. Alors pour toi, Guillaume, qui c'est qui t'a le plus impressionné sur cette première partie du début de saison? Alors moi, j'ai un peu hésité entre l'accélération de Ganna qui était vraiment impressionnante, mais d'un autre côté, c'est maintenant on sait qui c'est, donc ce genre de perf on pouvait s'y attendre. Donc moi, j'ai préféré plutôt focus sur Paré Peintre qui gagne le Grand Prix de la Marseillaise. Je veux pas dire à la surprise générale, mais c'est pas lui forcément qu'on attendait et surtout très grosse perf parce que le coureur attaque à 3 km de l'arrivée, il n'arrive pas à partir, il se glisse dans le peloton tranquillement,
Un peloton où il y a un petit Brian Cocard, un certain Thomas Bouda, et qui c'est qui vient les coiffer sur la ligne, c'est encore Paré Peintre. Donc franchement, très grosse perf. Moi je pense que ça annonce s'il y a aucun fait physique évidemment, ça peut annoncer une grosse saison et une grosse révélation pour le coureur qui pourrait enfin éclater, un peu à la façon d'un Nance Peters qui avait gagné sur le Tour. Pourquoi pas aller chercher une belle étape sur un grand Tour. Moi, de mon côté, pour la perf de la semaine, j'ai choisi Luke Plapp. Alors, Luke Plapp, c'est pour moi le coureur de ce début de saison qui a surtout brillé, on va dire, en Australie, dans son pays, en remportant le championnat d'Australie de contre-la-montre. Il a été vraiment impressionnant sur le Santos Festival. Et même sur le championnat d'Australie sur route, il a été vraiment brillant. C'est un coureur d'1m85 assez puissant qui passe bien les bosses. Et au final, il a déjà eu 5 équipes World Tour qui se sont montrées très intéressées par le jeune Australien après ses perfs notamment comme dit en Australie. Et il a déclaré qu'il choisirait celle où la recherche et le développement seraient le plus élevés. Donc pourquoi pas le voir du côté de la Team Ineos ou de la Jumbo-Visma. Oui, en tout cas, il va faire parler de lui dans les années à venir, ça c'est certain. Je te propose pour terminer entre guillemets ce podcast sur cette premier épisode du débrief qu'on revienne rapidement sur ce qui s'est passé avec l'UCI. Aujourd'hui, ils ont officialisé l'interdiction de la position Mohoric en descente et de la position CLM, entre guillemets, les avant-bras sur le centre du cintre pour les courses en ligne, tout simplement. Et tout ça, ça sera interdit, je crois, dans 2 mois, début avril, si je dis pas de bêtises. La position contre la montre, j'ai du mal à cerner parce que c'est une position qui est quand même utilisée depuis la nuit des temps. Certes, si tu prends un nid de poule, tu tombes. Je sais pas, par exemple, Tour de France, une étape de plaine de 200 km, t'as des coureurs, on va se plaindre qu'il n'y a pas de spectacle et forcément, il y a des coureurs qui vont se lancer dans des grandes échappées, mais c'est aussi une position un peu de confort. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être un peu reposant aussi quand t'as une longue ligne droite et une magnifique route. Je pense que tu peux pas empêcher un coureur de se mettre dans cette position-là. En fait, pour des coureurs cyclistes depuis des années, ça peut arriver que cette position elle vienne naturellement. Ça veut dire quoi? Que tu vas déclasser un mec qui prend cette position? Enfin, après, pour la position Mohoric, je peux comprendre qu'il y ait débat, mais encore une fois, les coureurs sont assez grands pour juger les risques qu'ils prennent. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, c'est l'inverse. Dans le sens où la position Mohoric en descente, là-dessus, je peux comprendre qu'elle pose vraiment... dans le sens où... pour moi, je l'interdirais pas parce qu'en soi, les coureurs, ils ont toujours la main dans le creux du cintre et ils sont capables de freiner et de se remettre facilement en position. Donc en soi, celle-là, je l'interdirais pas. C'est peut-être pédaler après qui pose problème. Alors pour moi, cette position CLM, si tu te prends un nid de poule, t'es directement au sol. Dans le sens où il y a déjà eu des grosses chutes par le passé qui sont dues à cette position. Je pense directement à celle d'Adriano Malori sur la Volta San Juan qui l'a emmené tout simplement à stopper sa carrière. Donc en soi, cette position, je la trouvais de toute façon de base dangereuse. Oui, mais dans ce cas-là, tu peux l'interdire dans le peloton, mais Il y a des alternatives à cette position pour tout ce qui est question aérodynamisme et on va dire se permettre de se reposer même en échappée. Mais après en soi, il y a de toute façon c'est un faux débat dans le sens où c'est pas ce qui est actuellement le plus dangereux dans le peloton. Je sais pas ce qu'a voulu faire l'UCI, si c'est pour protéger les coureurs ou non. Par exemple, tout ce qui est barrière et même certains finales, on l'a encore vu sur l'étoile de Bessèges, quelle idée de mettre un putain de rond-point à 400 mètres de la ligne. oui. Les coureurs, ils savent très bien qu'ils vont arriver à fond dedans. Ils vont pas freiner alors qu'il y a une victoire à la clé. Tout à fait. On pourrait en débattre longtemps, mais c'est pas le but. On a donné notre point de vue, mais ça a fait assez débat sur les réseaux et je pense qu'au sein du peloton, ça va pas mal jaser aussi. Donc oui, c'est sûr qu'il faudrait que l'UCI priorise, on va dire, certains points. Bon, d'accord, maintenant on attend de voir ce que ça va donner dans les futurs mois, s'il va y avoir vraiment des disqualifications, ce que va faire la VAR du cyclisme, mais à voir tout simplement. Jusqu'au prochain épisode, on aura de très belles courses à venir. Pour finir, on va dire ce mois de février en beauté.
On aura le Tour de la Provence qui débutera le 11 février jusqu'au 14 avec un beau plateau et la reprise de Julien Alaphilippe. On aura la Classica de Almeria en Espagne, le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. On aura la première épreuve World Tour, l'UAE Tour, avec la reprise de Tadej Pogačar, Mark Hirschi ou encore Chris Froome sous ses nouvelles couleurs. On aura également la Royal Bernard Drôme Classic, deuxième épreuve World Tour et première sur les pavés, le samedi 27 février, l'Omloop et Nieuwsblad. Là vraiment très hype de la reprise des courses pavées. Oui, ça va être super. Et le dimanche, pour conclure le mois, on a l'Ardèche Classique et la Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Voilà, c'est déjà fini pour ce premier épisode. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à follow le podcast. Nous, on se retrouve le 1er mars pour un second épisode du débrief. C'est tout pour Dossard 13. Ciao, ciao. Ciao.